Sylvain Menand, Voltaire et son lecteur, essai sur la séduction littéraire. Draw, 2021. Bibliothèque des Lumières, volume 96. Lu et enregistré par Charlotte Simonin. Préambule. À mon lecteur. Ce livre propose une étude d'ensemble de la façon dont Voltaire, 1694-1778, a réussi à être l'écrivain le plus lu de son siècle et l'auteur favori des milieux conservateurs, de l'aristocratie et des cours européennes, tout en étant l'un des auteurs les plus contestataires de son temps, et en gagnant la réputation d'être un des pères de la Révolution française de 1789, survenue 11 ans après sa mort. Sa brillante carrière représente le cas le plus extraordinaire de séduction de la littérature française. J'ai essayé d'en analyser les méthodes. Le lecteur auquel je m'adresse n'est pas toujours un spécialiste de Voltaire, un voltairiste comme on dit. Il n'a pas ou pas encore lu nombre de ses œuvres. Peut-être sera-t-il tenté, en refermant ce livre, que j'ai voulu faire court, de lire certaines d'entre elles tombées dans l'oubli. Je l'espère. En attendant, j'ai essayé, tout en les commentant, de présenter le contenu des textes et de partager mes vues souvent fondées sur l'érudition dans un esprit de bonne compagnie. Voltaire, François-Marie Arouet de son vrai nom, était un Parisien de famille aisée, de goûts mondains et studieux à la fois, d'humeur et de convictions libertines et antireligieuses, resté célibataire malgré plusieurs liaisons féminines, dont la plus brillante est celle qui le fit vivre, dans sa maturité, avec Madame du Châtelet, intellectuelle membre de la plus haute société. Les circonstances lui ont procuré dès sa jeunesse une bonne connaissance des milieux aristocratiques et des milieux littéraires, puis de la cour et, bénéfice de son exil temporaire à Londres, de la société anglaise. Ses rapides succès comme poète lui ont valu l'amitié de Frédéric de Prusse, amateur de vers français et bientôt roi. Historiographe du roi de France, gentilhomme de la Chambre, il a dû pourtant passer un quart de siècle loin de Paris, à Genève, puis à Ferney, faute d'inspirer confiance à Louis XV. Au cours d'une existence marquée par de nombreux voyages et une vie sociale très active, il n'a jamais cessé d'écrire dans tous les genres littéraires, tout en soutenant une impressionnante correspondance avec ses amis, des princes, des souverains, des inconnus. Les écrits de Voltaire forment une collection d'une cinquantaine de grands volumes, chacun contenant plusieurs œuvres. Je n'en commente ici qu'une petite partie, mais la partie peut être la plus significative. J'ai laissé de côté les pièces de théâtre qui ont pourtant fait beaucoup pour la gloire de l'écrivain. Mais le public du théâtre n'est sans doute pas exactement celui du livre, du périodique ou de la copie qui circule. De plus, en composant une tragédie, Voltaire ne pense pas seulement aux spectateurs, mais aussi aux comédiens, et les effets recherchés ne tiennent pas tous au texte, mais aussi à la mise en scène, aux costumes et aux accessoires. Enfin, plus encore que dans le reste de son œuvre, Voltaire doit tenir compte des habitudes du public et des spectateurs, ce qui contraint ses choix, et il travaille non pour un public qu'il choisit, mais pour la clientèle du théâtre, dans laquelle il ne peut pas opérer de tri. L'ordre des chapitres suit à peu près l'ordre chronologique de l'écriture des œuvres autour desquelles chacun s'organise, mais on ne saurait pour autant dégager une claire évolution dans l'art de l'écrivain. Voltaire est très vite Voltaire. Il a frappé ses contemporains par sa précocité et sa maîtrise de la prose comme des vers, maîtrise inimitable, bien que souvent imitée. J'ai déjà exprimé certaines des idées qui suivent dans des contextes différents, à l'occasion d'articles, d'éditions critiques, de communications ou de préfaces, mais sans jamais avoir l'occasion de dégager leur convergence. Bien d'autres considérations ont alimenté le séminaire d'études voltairiennes que j'ai animé à la Sorbonne pendant une dizaine d'années. Je dois beaucoup aux auditeurs de tant de pays qui, par leur attention et leurs interventions, ont manifesté dans ce séminaire le caractère universel et durable du génie voltairien, aux collègues de diverses universités qui y ont contribué, aux doctorants qui y sont intervenus, à mes prédécesseurs dans la carrière sur les travaux desquels tout se construit, d'Adrien Beuchot à Gustave Lançon, à Raymond Nave, à Georges Ascoli, à Frédéric Deloffre, à Jacques Van den Heuvel, à René Paumont. J'ai une dette spéciale, pour ce qui concerne cet essai, à l'égard de Pierre Larthomas,
dont étudiant, j'ai suivi dans l'amphithéâtre Michelet de la Sorbonne un cours de stylistique sur l'ingénu qui m'a ouvert des horizons. Tant de voltairistes vivants ont contribué, par leurs travaux, leurs collaborations, leurs conversations, à la maturation de ce livre, que je ne saurais les nommer tous. Dans la diversité, nous avons conduit ce labeur si réconfortant qu'est une recherche forcément collective. Voltaire n'est certes pas un modèle en toutes choses, mais il a été un modèle dans le travail intellectuel solitaire et un modèle dans l'inlassable échange intellectuel. Sylvain Menand, Voltaire et son lecteur, essai sur la séduction littéraire. Bibliothèque des Lumières, volume 96. Dreux, 2021. Lu et enregistré par Charlotte Simonin. Chapitre 1er. Situation de Voltaire, l'écrivain conciliateur. Il y a bien des années que je cohabite avec un esprit agile qui s'appelait François Arouet, se faisait appeler Monsieur de Voltaire, et qu'on appelle depuis longtemps Voltaire tout court. C'est du lecteur contemporain de Voltaire que je vais parler. Mais je vais prendre auparavant la liberté de faire un détour par ma propre histoire de lecteur, qui m'a beaucoup appris. Voltaire a souvent été mon objet d'étude, son œuvre a été un excellent terrain d'observation. Elle se prête par son étendue et sa variété à des analyses passionnantes. Mais Voltaire n'est pas mon ami, comme le sont quelques-uns de ses confrères en littérature, et si nous avions été contemporains, je pense que je n'aurais pas été le sien. Je partage naturellement ses bonnes intentions en matière de tolérance et de bienfaisance, sa pitié devant les misères, son goût de rire ou de sourire en toutes circonstances, son attachement à la culture des anciens, et même son attrait pour une élégance un peu pompeuse. Nous avons en commun la sociabilité, un penchant pour l'activité, l'attachement au travail intellectuel. Mais je ne partage pas son idéal hédoniste, son horreur de la pauvreté, son mépris des cœurs purs et son rejet de la simplicité d'esprit. J'essaie de comprendre l'attitude des premiers lecteurs de Voltaire en analysant l'ambivalence de ma propre lecture, charmée et distanciée. J'ai un souvenir précis de ma première rencontre avec Voltaire, rencontre décevante qui aurait pu m'en éloigner à jamais. Les hasards de ma carrière et le compagnonnage avec René Pommeau, pape des études voltairiennes et maître bienveillant, m'ont ramené vers une œuvre qui m'a peu à peu révélé ses visages les plus attrayants. Mais les choses avaient mal commencé. J'avais 11 ou 12 ans, j'accompagnais mon père dans une visite à sa mère, dont la maison isolée et silencieuse regardait au loin, à travers une rangée de vieux cyprès, la silhouette bleue de l'île de Noirmoutier. Mon père m'avait choisi pour ce court séjour des lectures qu'il pensait distrayantes. 2 contes de Voltaire, Zadig et Candide. Je me revois dans une chambre blanchie à la chaux qui sentait la terre humide, tournant les pages, avec surprise et ennui. Il me semblait précisément qu'elles avaient été écrites pour d'autres que moi, que j'étais un lecteur déplacé, incapable de comprendre ce que voulait faire et dire l'auteur, qui me paraissait jouer avec des personnages, des aventures et des décors dont il partageait la connaissance familière avec son lecteur légitime, mais non avec moi, entré par effraction dans des textes écrits pour d'autres. Il m'a fallu des décennies pour perdre ce sentiment et entrer, à mon tour, dans cette familiarité qui rend les textes compréhensibles et savoureux. Ma quête du vrai lecteur de Voltaire vient donc de loin. Elle est née d'un malaise juvénile. De ce Voltaire, peu de gens aujourd'hui, même des plus cultivés, ont lu autre chose qu'un ou deux contes en prose, que lui-même considérait comme des bribes marginales dans son œuvre. Cette situation réelle contraste violemment avec le statut mythique de Voltaire, un statut qui reste brillant, à l'étranger comme dans son pays, la France. Il passe pour l'écrivain français par excellence, et même pour le français par excellence. Faut-il rappeler ce que tous les lecteurs des journaux d'hier savaient et qui s'oubliera demain? On a donné le nom de Voltaire à une promotion de l'École nationale d'administration à laquelle ont appartenu un président de la République, François Hollande, et la plupart des responsables politiques qui l'entouraient. C'est qu'il symbolise quelque chose d'entraînant, de consensuel et de respectable, sans qu'on puisse dire précisément quoi.
Dans les débats qui agitent périodiquement l'opinion française, l'œil ouvert, la bouche ouverte, sans que bouge sa perruque, il incarne une pensée libre, généreuse, contestatrice mais non destructrice, révélatrice d'évidences utiles. On oublie que ces évidences ne sont pas celles de beaucoup d'entre nous, qu'il est un ardent défenseur de la monarchie absolutiste, de la centralisation, un adversaire résolu de l'instruction publique universelle, des écoles gratuites et des collèges ouverts à tous, un partisan du libéralisme économique le plus complet et de l'éradication de l'islam. Ces images, bien différentes du Voltaire des images d'Épinal, sont voilées par une lecture très sélective de son œuvre, et cette lecture très sélective s'explique et se justifie par l'inadaptation de la masse des textes voltairiens au lectorat d'aujourd'hui, par la disparition depuis bien longtemps des lecteurs auxquels s'adressait Voltaire. Même les textes les plus connus, ou disons modestement les plus lus de Voltaire, comme Candide ou l'Optimisme, appellent constamment un effort d'interprétation, et cette interprétation reste souvent incertaine, discutable, comme le montrent les commentaires divergents des critiques. Les choix de Voltaire, choix des sujets et des idées mises en avant, choix des allusions littéraires, historiques ou politiques, choix dans l'organisation du texte, choix des vers ou de la prose, ou de leur mélange, choix des registres de langue, des tours et des mots, tous ces choix ne peuvent être éclairés que par la connaissance du destinataire, de celui ou de celle à qui pense Voltaire quand il écrit ou quand il dicte. La question se complique du fait que ce destinataire n'a pas toujours le même visage. Ce que nous appelons les œuvres de Voltaire, ou, dans un mouvement hardi, imprudent peut-être, d'unification, l'œuvre de Voltaire, ce sont des textes écrits dans des circonstances et pour des destinataires bien divers. Pour répondre à ceux qui mettaient en question la cohérence de la pensée religieuse de celui qu'on appelle un philosophe, René Pommeau avait coutume de souligner le caractère hétérogène des situations dans lesquelles Voltaire avait écrit. La diversité des objectifs qu'il poursuivait dans ses diverses productions, la longueur d'une carrière, au contexte historique et biographique, évolutif. Ce qui est vrai de la pensée de Voltaire l'est, de façon indissociable en vérité, de son écriture. Nous englobons dans cette expression l'œuvre de Voltaire, des textes signés et des textes publiés sans nom d'auteur, des textes destinés à circuler en manuscrit dans un cercle restreint d'amis complices, et des textes destinés à frapper l'opinion européenne, des textes adressés au public mêlé, au public sans visage du théâtre, et des textes ciblés, écrits pour influencer une élite sociale que l'écrivain connaissait bien et fréquentait. Il y a des textes envoyés page par page à l'imprimeur, à la veille même de leur diffusion dans une large clientèle européenne. Et il y a des lettres confidentielles que nous avons fini par imprimer, mais qui n'étaient nullement destinées à l'être. Il y a des textes écrits et des textes dictés, et quantité de textes réécrits, enrichis, boursouflés d'ajouts, fondus, fragmentés, remaniés. Cette diversité correspond presque toujours à la mobilité du public auquel s'adresse Voltaire, un public qui évolue au cours des décennies de son activité, parce qu'il est sensible à l'actualité et à l'évolution des façons de penser et d'écrire, mais qui évolue aussi dans le projet voltairien, dans lequel la place de la propagande, et donc le souci d'élargir le lectorat, ne cesse de croître au long des années de vieillesse. Naturellement, ces variations sont d'autant plus passionnantes à observer qu'elles n'effacent pas la persistance d'une marque de fabrique, le style de Voltaire. Quelque chose qui subsiste même quand l'écrivain s'amuse à déguiser sa façon d'écrire. Comme ce quelque chose dans le regard ou dans le sourire qui permet de reconnaître par éclair, dans un vieux visage effondré, plissé, taché, déformé par l'âge, l'enfant ou le jeune homme que l'on a connu jadis, ou bien encore comme ces signes presque indéfinissables qui trahissent la personnalité d'un acteur, que les miracles du maquillage ont rendu, croirait-on, méconnaissables. Mais ce serait agir en critique naïf que de se contenter de chercher ces marques de permanence dans les divers écrits de Voltaire. Il est autrement enrichissant de tenter de comprendre les variations de l'écriture voltairienne, et cette tentative suppose d'aller en quête du lecteur, ou des lecteurs, auquel chaque texte est destiné, car c'est à chaque fois pour s'adapter à un type de lecteur que l'écrivain module son écriture. C'est un principe de l'art d'écrire que les jeunes gens recevaient dans les collèges, dans la classe de rhétorique. Comme me l'a fait remarquer amicalement un auditeur après une conférence, où j'insistais sur cette pensée du lecteur qui ne quitte pas Voltaire,
et se révèle par les multiples procédés destinés à plaire à ce lecteur, Voltaire cherche aussi à heurter, à choquer, d'une certaine façon à déplaire, notamment en attaquant avec violence des idées et des institutions essentielles pour les lecteurs auxquels il s'adresse, en première ligne, l'Église catholique. Mais choquer, c'est encore plaire. Il est patent qu'une partie des amateurs de littérature au XVIIIe siècle entretient secrètement, ou ouvertement dans des cercles privés, une attitude subversive à l'égard de la religion, de la morale commune, des usages et de l'ordre social établi. Il ne s'agit pas seulement de cas individuels extraordinaires, comme celui du curé Mélier, matérialiste et athée dans sa cure champenoise, ou des grands libertins de mœurs et de pensée. Il s'agit d'une masse ordinaire de jeunes gens qui s'émancipent, d'officiers militaires marqués par l'expérience de la guerre, de nouveaux riches, ivres de leur réussite, et de pauvres exaspérés par l'exemple des riches, d'esprits philosophiques nourris de la pensée des anciens, de femmes inspirées par l'expérience du monde, autrement dit des militaires philosophes, des chevaliers de la Barre, des neveux de Rameau, des marquises de Merteuil. Les lecteurs de ce genre espèrent d'un livre qu'il les flatte, mais aussi qu'il les choque, qu'il soit adapté à leur art de vivre, mais aussi qu'il exprime ou suggère les remises en question qui les hantent, et dont ils nourrissent peut-être leur conversation quand ils sont en confiance. Enfin, toute la société, même sa partie cléricale, est dominée par l'idéologie de la noblesse, l'ordre auquel chacun aspire à accéder ou à s'identifier par quelque côté. Or, le ressort de cet ordre, l'honneur, dans la terminologie de Montesquieu, suppose de se distinguer par sa liberté de pensée et de parole, et dans la situation du temps, comporte la tentation de ne se soumettre ni aux croyances ni aux règles de vie qui sont celles du grand nombre. En cherchant à heurter les convenances, tantôt par le libertinage de paroles et d'images, tantôt par des raisonnements hardis, tantôt par les pointes de l'esprit satirique, Voltaire exprime certes ses doutes personnels et ses convictions, mais il manie aussi une matière savoureuse pour des lecteurs qu'il connaît ou qu'il devine. Plutôt que de m'attacher, comme on l'a fait si souvent déjà, à reconstruire la pensée de Voltaire, son système ou l'évolution de ses idées, je propose qu'on cherche à analyser comment, l'œil fixé sur le lecteur qui sera celui de chacune de ses œuvres, il s'efforce de conquérir son adhésion, en lui déplaisant autant qu'en lui plaisant, en le heurtant autant qu'en le caressant. Je recherche donc un lecteur difficile à définir et à identifier. Lorsqu'il est nommé, rien ne dit que c'est à celui qu'il nomme que songe Voltaire au moment où il écrit, car il est clair qu'il vise un auditoire plus vaste. Il faut s'arrêter à un cas limite, celui de la correspondance. Chaque lettre a beau être adressée, le destinataire nommé et en général identifié par la critique moderne, on peut souvent s'interroger sur le lecteur auquel Voltaire songe en écrivant, ou, plus souvent dans sa vieillesse, en dictant. Au-delà du destinataire, il peut s'adresser à l'entourage, anticiper peut-être une communication de sa lettre à des lecteurs curieux, hostiles ou favorables, communication dont les copies d'époque conservées sont la preuve. Le choix des mots, du ton, des références culturelles est évidemment infléchi par la pensée de ses lecteurs possibles, même si cet infléchissement est largement instinctif, à demi inconscient. Remarquons que dès l'édition dite de Kehl, commencée en 1777 du vivant de Voltaire, le rôle du destinataire des textes est apparu aux éditeurs comme essentiel à la compréhension de l'écriture voltairienne, puisqu'ils ont choisi de publier la correspondance de l'écrivain en regroupant toutes les lettres échangées avec un même correspondant, Frédéric II de Prusse, Madame du Deffand ou d'Alembert. En choisissant au contraire de mêler toutes ces correspondances particulières dans un ordre simplement chronologique, Besterman et ses collaborateurs ont adopté, peut-être involontairement, un autre angle de lecture et une autre vision de la création littéraire. Dans leur grande édition critique publiée à Genève, puis à Banbury, dans l'Oxfordshire, dans la seconde moitié du XXe siècle, et reprise dans la bibliothèque de la Pléiade, le fil conducteur de la lecture, si l'on en fait une lecture cursive, est la continuité de la vie de Voltaire, et ce sont ses préoccupations, ses entreprises, qui se dégagent de la lecture. La relation particulière avec chacun des correspondants prend tout son relief, si l'on veut bien y prêter attention et procéder par comparaison, par exemple, entre les lettres écrites le même jour à divers correspondants. Pourtant, c'est surtout à la marqueterie cohérente, étroitement ajustée,
que forment des lettres complémentaires que l'on est spontanément sensible. Encore davantage dans la version de la bibliothèque de la Pléiade, où ne figurent à la suite que les lettres écrites par Voltaire, sans celles des correspondants, parfois citées en notes. On lit la correspondance comme l'expression des sentiments et des idées de l'écrivain, sans mesurer suffisamment l'effort qu'il ne cesse de fournir pour devancer les réactions de ceux qui liront ses lettres, pour les orienter, pour les capter à son profit. Ces efforts, qui modulent son style épistolaire, sont bien plus faciles à repérer lorsqu'on lit, comme dans l'édition de Kell, l'édition Beuchot ou les autres éditions du XIXe siècle, ou encore dans une récente édition de la correspondance entre Voltaire et Madame de Bentinck, l'ensemble homogène des lettres échangées entre deux correspondants seulement. Alors se dégage le rôle que joue le destinataire, le futur lecteur de la lettre, dans les choix de toutes sortes qu'opère, en écrivant, l'épistolier. Un autre cas limite est représenté par les textes dont Voltaire désigne explicitement le destinataire. Ainsi, au début de l'Essai sur les mœurs, il s'adresse à la marquise du Châtelet, avec qui il vivait au moment où il entreprenait cette grande œuvre. Mais quand il l'a publiée, la marquise était morte depuis plusieurs années, et d'ailleurs, le seul fait de donner son texte à l'imprimeur signifie que Voltaire s'adresse à d'autres que la marquise, à tous ceux qui achèteront son livre. Pourtant, il ne s'adresse pas à n'importe qui, bien que n'importe qui puisse acheter son livre, et on découvre en lisant attentivement, en réunissant les indices, qu'il vise un certain type de lecteur, comme on le verra plus loin. Chapitre 4. Autre exemple, les poésies fugitives dont Voltaire était un grand virtuose et qui sont souvent liées aux circonstances de la vie sociale. Le nom du destinataire est généralement inscrit dans le titre. Mais on découvre vite que l'entourage du destinataire nommé, et même un assez vaste public, sont supposés lire à leur tour les vers du poète. C'est à ces lecteurs que Voltaire pense plus encore qu'au destinataire nommé, et de multiples indices le révèlent dans le texte. On ne peut donc pas se fier aux indications explicites de l'écrivain. Il faut pourtant essayer de deviner à quelle sorte de lecteur pense Voltaire, et notre ressource est l'analyse des indices que fournit l'écriture du texte elle-même. Ce que je cherche, c'est un lecteur caché dans le texte. Vector Brambot a intitulé The Hidden Reader, un recueil d'études consacré à plusieurs auteurs du XIXe siècle. Mais le lecteur caché dont il analyse le rôle dans des romans de Balzac ou de Stendhal n'est pas celui que je cherche. Le lecteur caché de Vector Brambot est en réalité un personnage du roman, quand il s'agit d'un roman, mais un personnage qui n'agit pas autrement que par son regard sur les événements et les autres personnages. L'exemple que développe de façon brillante le critique américain est celui de Nathalie de Manerville dans Le Lys dans la vallée. C'est à Nathalie de Manerville que s'adresse le héros du roman, Félix de Vandenesse, dans le récit qu'il fait de son histoire et qui constitue toute la matière du roman. Nathalie est présente en permanence, à condition que le lecteur de Balzac ait prêté attention aux premières pages, mais seulement comme un confident silencieux. Elle joue d'ailleurs le même rôle que les confidents qui, dans la tragédie classique, écoutent les héros faire un récit qui, en réalité, est destiné aux spectateurs de la salle de spectacle. La différence est, toutefois, que dans le roman de Balzac, Nathalie de Manerville est elle aussi une héroïne dont le sort est suspendu au récit qui lui est fait. Vector Brambot, dans une autre étude du même volume, Opening Signals in Narrative, évoque le cas de Jacques le Fataliste. Dans ce roman célèbre de Diderot, l'auteur apostrophe son lecteur, au moins en apparence. « Vous voyez, lecteur, que je suis en beau chemin. » Mais ce lecteur complice, est-il celui auquel Diderot destine réellement son texte? Il s'agit bien plutôt d'un personnage dont Diderot ne montre pas le visage, mais auquel il prête une voix et des propos qui peuvent être bien différents de ceux auxquels songe le lecteur réel. Au récit des aventures de Jacques et de son maître se superpose ainsi le dialogue entre l'auteur et un lecteur imaginaire. Mais ce n'est qu'un lecteur imaginaire, et il reste à déterminer, ou à essayer de déterminer, pour quelle sorte de lecteur réel écrit Diderot, un lecteur doté de quelles attentes, de quelle culture, de quels réflexes sociaux. Voltaire apparaît généralement comme un polémiste, ce qu'il a été, et comme un maître de l'ironie, attitude qui rejette l'autre dans le néant. Il est aussi un maître du dialogue, mais d'un dialogue qui ne conduit qu'à des accords burlesques et, en général, ne ménage nulle place à la conciliation. La réalité de l'ensemble de son œuvre immense est différente.
S'il ne cherche pas à pacifier réellement les esprits en construisant des synthèses acceptables par tous, il voit, dans les attitudes conciliantes, des chemins pour convaincre et conquérir des esprits d'abord hostiles à ses positions. Car, à ses yeux, l'histoire de l'opinion passe par la coexistence, au moins provisoire, des contraires. Le progrès des idées peut se faire sans que soient effacées les doctrines antérieures. C'est ce qu'il suggère dans l'Apologie de la fable. Si nos peuples nouveaux sont chrétiens à la messe, ils sont païens à l'opéra. Le mélange est impur, on a tort. Mais enfin, nous ressemblons assez à l'abbé Pellegrin, le matin catholique et le soir idolâtre, déjeunant de l'autel et soupant du théâtre. L'abbé Pellegrin, qui était en effet à la fois un librettiste d'opéra et un auteur de cantiques, devint la figure emblématique d'une théorie de la conciliation. Le conflit au temps de Voltaire ne consiste pas seulement dans l'affrontement des convictions chrétiennes et du paganisme moderne. À l'intérieur même du christianisme, le conflit majeur en France oppose les gallicans, parfois jansénistes, et les ultramontains, plus soumis à l'autorité du pape. À l'intérieur du groupe des esprits libres, le conflit oppose libertins épicuriens et philosophes engagés, déistes et athées. Sur le plan politique, un conflit oppose une aristocratie réactionnaire et des monarchistes favorables à l'absolutisme centralisé, que suppose le despotisme éclairé des philosophes. Il existe enfin un tissu très dense de querelles littéraires, entre auteurs, entre groupes. De tous ces conflits, Voltaire est un acteur redouté, ou au moins un témoin attentif. Son caractère combatif, querelleur, susceptible, comme la vivacité de ses réactions, le détourne des attitudes conciliantes. Son emprisonnement à la Bastille, son exil en Angleterre, son éloignement après la publication des Lettres philosophiques, les difficultés à la cour de Prusse, l'avanie de Francfort, l'impossibilité de revenir à Paris, dont il souffre jusqu'à la veille de sa mort, autant de situations qui exacerbent son agressivité naturelle. À cela s'ajoute la nature de plusieurs grands thèmes de son inspiration. La lutte contre le christianisme, le refus des iniquités, l'horreur du fanatisme. Presque toute l'œuvre de Voltaire est marquée par un esprit de combat et un tempérament polémique. Mais un dessin d'ensemble unifie tout le comportement de Voltaire. Il veut, très tôt, devenir un grand écrivain, c'est-à-dire conquérir le succès littéraire, comme l'ont fait avant lui ses modèles. Corneille, Racine, Boileau, Jean-Baptiste Rousseau, alors au sommet de sa gloire, et cette ambition suppose l'adhésion d'un public nombreux, international, aristocratique. Cette conquête a pour terrain privilégié le théâtre, où le succès vient vite et où le public appartient pour l'essentiel à l'élite sociale. Le public dont il faut se faire reconnaître est, majoritairement en France, catholique et de tendance conservatrice, même si des nuances peuvent exister entre les groupes privilégiés, entre la noblesse militaire et les bourgeois instruits, par exemple. Pour conquérir ce public, il n'y a pas d'autre voie que celle d'un respect, au moins d'apparence, pour ses réflexes intellectuels, ses préjugés ou ses intérêts. C'est ce que la finesse de Voltaire lui enseigne, mais c'est aussi ce que lui a enseigné la rhétorique dans laquelle il a été formé, cette forme moderne de la seconde sophistique qui est enseignée dans les collèges de la Compagnie de Jésus. De là sort une véritable poétique voltairienne de la conciliation, qui va au-delà d'une simple écriture de la conciliation, mais englobe tous les aspects de la création littéraire. Elle comporte le choix des genres, une habile superposition des thématiques, une captatio benevolentiae par un jeu de masques. La politique conciliatrice en matière générique consiste pour Voltaire à choisir des genres ressentis comme conservateurs par le public pour développer des thèmes subversifs, critiques ou réformistes. C'est ainsi qu'il s'illustre en écrivant une épopée, la Henriade. Le genre a pour objet habituel la célébration d'un héros national. Et c'est ce que fait Voltaire en célébrant Henri IV, glorieuse figure de la dynastie régnante. Ce sujet, loin d'inquiéter, ne peut que rassurer les milieux de la cour de France, ainsi que les élites intellectuelles conservatrices, particulièrement attachées au modèle monarchique réconciliateur qui s'est développé au XVIIe siècle. Mais le poème soulève en même temps une question redoutable, qui est celle de l'influence de la religion sur la politique et des dangers du fanatisme.
question sur laquelle l'unanimité est loin de se faire dans la France et l'Europe contemporaine. L'écrivain amène ainsi un public en principe hostile à sa propre position à l'envisager et peut-être à l'adopter. Même tactique quand Voltaire choisit, avec Mahomet, le genre parfaitement accepté de la tragédie pour traiter de façon très partisane la question de l'imposture religieuse. L'attitude conciliante consiste à choisir l'exemple de l'islam, et non celui du christianisme auquel il songe évidemment, qui est considéré par le public européen comme une religion fausse et comme celle de l'ennemi. L'attitude conciliatrice consiste aussi à attirer l'attention sur les amours de Mahomet, qui le font ressembler à tant de héros de tragédie. Mais en même temps, l'idée développée, qui est celle du mensonge religieux à fins personnelles ou politiques, s'insinue dans les esprits. La démarche conciliante de Voltaire peut aussi prendre la forme du choix des sujets de son œuvre historique. Il s'attache à des rois héros, Charles XII ou Pierre le Grand, ou à l'histoire nationale dans une perspective constructive, comme dans le siècle de Louis XIV. Ces sujets ne peuvent que plaire à un public dont les regards sont tournés vers les cours, ardemment monarchistes et soucieux du bon ordre public. De même, l'essai sur les mœurs se situe dans le champ de la littérature des moralistes, apparemment déconnecté de l'actualité et cantonné dans des généralités sur l'homme et la société. Mais tous ces ouvrages historiques, sauf peut-être le Charles XII, qui par sa neutralité établit dans toute l'Europe la réputation de Voltaire comme historien inoffensif, au point que ce livre servira partout et longtemps de manuel de langue française. Sont l'occasion pour Voltaire de développer des thèmes au premier abord inacceptables pour une grande partie de ses lecteurs. Lutte contre l'obscurantisme et les superstitions, séparation entre l'Église et l'État, relativisme moral. Plus généralement, l'utilisation des vers, que privilégie longtemps Voltaire, fait entrer ses propos les plus subversifs dans un domaine esthétique où la recherche de la perfection formelle semble l'emporter sur le contenu. La vigilance des lecteurs est amoindrie par le sentiment d'une complicité littéraire avec l'écrivain. C'est le même effet que produit sur le public l'imitation appuyée du poète latin Horace. C'est un auteur classique dans tous les sens du terme, et donc rassurant, et en évoquant ses choix formels et ses thèmes, Voltaire se concilie à un vaste public cultivé, celui des anciens élèves des collèges. C'est ce qu'il fait en pratiquant le genre de l'épître en vers, par exemple dans L'épître de l'auteur arrivant dans sa terre, 1755, ou dans L'épître à Horace, 1772. Mais la complicité ainsi obtenue avec un public de privilégiés lui permet de développer des thèmes d'un paganisme provoquant, et une philosophie épicurienne qui n'est nullement compatible avec la théologie officielle ni avec les choix religieux de la plupart des lecteurs. On pourrait analyser dans la même perspective le choix par Voltaire, pour ses œuvres les plus subversives, des genres les plus inoffensifs. Le conte, évidemment, genre très à la mode, mais comme badinage, ou le dictionnaire, genre purement utilitaire en apparence. Mais le contenu du dictionnaire philosophique portatif est violemment antichrétien. Le choix du genre crée entre Voltaire et les lecteurs contemporains un climat de confiance qui lève les défenses et permet de faire accepter des hardiesses idéologiques. Voltaire se concilie aussi la bienveillance d'un public peu acquis à ses idées en mêlant dans un même texte des thèmes conservateurs et des thèmes novateurs difficiles à faire accepter. C'est un principe qu'il applique presque partout et qui rend difficile la définition d'une philosophie voltairienne cohérente et systématique. Un exemple frappant est fourni par le premier Discours en vers sur l'homme, 1738. Voltaire y développe les principes d'un libéralisme moderne et y plaide pour une société de consommation comme lieu du bonheur. Ce qu'il fait de façon plus provocante dans le fameux poème du Mondain. Cette pensée audacieuse est éloignée de l'idéal de la société chrétienne qu'acceptent la plupart de ses lecteurs, société dominée par des préoccupations spirituelles et structurée en ordre. Mais le poète se concilie ses lecteurs en développant à cette occasion un thème conventionnel, celui du pauvre paysan heureux dans sa vie simple, loin des soucis de la richesse et des perversions de la vie mondaine. Ce thème n'est pas contradictoire avec le premier, puisqu'il permet de justifier les inégalités sociales et économiques liées à l'économie libérale. Mais il est inséré ici pour donner une couleur traditionnelle à un discours en réalité novateur. Autre exemple.
les textes sur la politique agricole, comme Sur l'agriculture, 1761, ou L'homme aux 40 écus, 1768. Voltaire propose des réformes hardies qui sont inacceptables pour le moment. Par exemple, la suppression des fêtes chômées qui diminuent le temps de travail, ou celle des biens ecclésiastiques, qui privent, selon lui, les agriculteurs de terres précieuses. Mais il enveloppe ces mesures révolutionnaires dans les propos habituels du propriétaire terrien français, mécontent de la répartition de l'impôt et soucieux de l'équilibre de son petit domaine, ce que l'on appelle traditionnellement le bon ménager. Le mélange du neuf et du vieux donne un ensemble d'allures rassurantes, quoique véhiculant des idées réformistes. La superposition des thèmes est encore plus sensible dans une œuvre de combat comme le Dictionnaire philosophique portatif, 1764. L'essentiel des articles de ce véritable pamphlet est consacré à critiquer radicalement les fondements de la foi chrétienne, les textes sacrés, de nombreux épisodes de l'histoire de l'Église catholique, ce qui ne peut être accepté avec sympathie par la majorité du public qui vit dans le catholicisme. Mais d'autres thèmes viennent réconcilier l'auteur avec ses lecteurs conservateurs. Par exemple, il développe dans l'article Égalité une justification de la hiérarchie sociale et des privilèges et reconnaît que l'enfer est une invention nécessaire pour maintenir l'ordre dans le peuple. Il illustre ainsi une formule qui conclut, dans la première édition, le siècle de Louis XIV. Fin du chapitre 35. L'esprit philosophique qui gagne de jour en jour semble assurer la tranquillité publique. Un habile maniement des thèmes philosophiques permet la conciliation d'un écrivain hardi et critique avec un public conservateur et prudent. L'incertitude sur l'origine des œuvres est une autre ruse propre à affaiblir les rejets. Qui parle? L'œuvre de Voltaire fourmille de textes qui sont attribués par l'écrivain à des auteurs ou des locuteurs supposés, tantôt inventés, tantôt empruntés à la réalité contemporaine. C'est un moyen pour désorienter le lecteur et le laisser incertain de l'identité de la personne à qui il convient d'attribuer les opinions exprimées. On sait qu'un conte comme Candide est attribué à un auteur allemand doublé d'un traducteur. D'autres contes sont publiés en volume sous le nom de Guillaume Vadé et complétés de textes attribués à des membres de sa famille, Catherine Vadé et Jérôme Carré. Le public soupçonne bien en général que Voltaire est l'auteur du texte, mais il n'en est pas sûr. Et d'ailleurs, Voltaire a introduit dans ses nombreux recueils, comme l'Évangile du jour, de nombreux textes dus à d'autres plumes que la sienne. Cette ambiguïté permet au lecteur de s'intéresser à des œuvres qui le choquent sans incriminer vraiment pour autant Voltaire. Le traité sur la tolérance est bien de la plume de Voltaire, et comme on le verra plus loin, chapitre 7, il présente les chapitres successifs comme des textes écrits par d'autres. Il n'apparaît plus que comme le chef d'orchestre d'un groupe, témoin ou acteur de l'affaire Calas, et cette façon de s'effacer dissipe les préventions des lecteurs. Le moment le plus net de cette tactique est celui où il rassemble des phrases de toutes sortes d'auteurs, chapitre 15, provenant des horizons les plus divers. Cette accumulation suggère un consensus sur la nécessité de pratiquer la tolérance. En réalité, il n'existe aucun consensus sur ce point au XVIIIe siècle, où la plupart des États européens appliquent la règle cuius regio et ius religio. D'autre part, Voltaire se montre conciliant avec les points de vue de ses lecteurs moins philosophes que lui. D'abord, il pose des limites à sa revendication. Il se contente de réclamer l'existence civile pour les protestants, sans demander qu'ils puissent accéder aux fonctions publiques qui leur sont interdites depuis la révocation de l'édit de Nantes. Ensuite, il montre la même sensibilité que la plupart des catholiques français aux débats religieux qui agitent le pays, autour des suites de la bulle Unigenitus ou des billets de confession. Enfin, il tient souvent le discours d'un bon catholique, en invoquant l'autorité de Jésus-Christ, modèle de tolérance, en citant les pères de l'Église, en demandant qu'on se contente d'être fidèle à l'Église, qui n'exige pas l'intolérance, sans aller au-delà. C'est se placer dans l'optique des lecteurs qu'il tente de gagner à ses vues. L'analyse de la réception internationale des œuvres de Voltaire, qui est une des tâches auxquelles se consacre la recherche contemporaine, montre que, en dehors du cercle étroit de ses frères, ses compagnons de combat, rares sont en son temps les esprits accordés pleinement à celui de Voltaire,
et que sa gloire s'est largement développée sur des malentendus. Mais ces malentendus sont, dans son projet, féconds. C'est grâce à eux que ses livres et brochures n'ont pas été d'emblée rejetés ou tenus en suspicion, et que ce qu'il considérait comme son message a été accueilli même par ceux qui étaient prêts à le rejeter. Tout au long de sa carrière, Voltaire pratique une poétique de la conciliation qui relève d'une véritable diplomatie de l'esprit.